soit révisé, soit revu. Je crois que c'est ça le mot. Moi, je voudrais savoir, est-ce que, à votre niveau ou au niveau de l'URCA, est-ce que vous pensez qu'en dehors de l'optique militaire, où il faudrait que l'armée nationale, que l'État doit se mettre en place, est-ce que vous pensez qu'en dehors de l'optique militaire, il y a encore un autre traité possible? C'est ma seule question. Merci beaucoup. Merci. Une deuxième question, s'il y en a. Alors, juste un petit rappel, soyez très attentifs au moment des questions, parce que c'est des questions très importantes qui touchent à notre nation. Donc, prenez le temps vraiment de prendre ces questions au sérieux et aussi de s'attendre à ce que le président nous donne des éléments de réponse. Balao. Donc, moi, je suis Brice Godot, du Centrafricain Rwanda. Donc, question Timi Kotazo. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Parce que bon, ben, le passé a dit, avec le passé, on sait ce que c'est. Alors, moi, j'aurais souhaité que vous parliez un peu, parce que nous ne sommes quand même pas de l'URCA, nous sommes des invités, on prend plaisir à être là, de présenter votre perspective, hein, pour qu'on puisse, à partir de là, peut-être ça va susciter d'autres questions. Mais moi, j'ai une préoccupation, c'est par rapport aux élections. C'est une question qui tourne en rond. Alors, moi, personnellement, je sais que bon, ben, ça n'aura pas lieu avec les tendances, avec qu'est-ce qu'il en est, puisque vous êtes aujourd'hui quelqu'un de représentatif qui peut nous répondre à cela. Est-ce que les élections vont avoir lieu? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, c'est que ben, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut permettre aussi aux autres, hein, à la jeunesse de l'URCA de se préparer en conséquence, parce que la bataille s'annonce rude. Et puis voilà, donc ce qui me préoccupe vraiment, c'est est-ce que cette question, c'est est-ce que les élections vont avoir lieu? Moi j'ai ma réponse, c'est non. Non, vous êtes plus à même de nous confirmer ou infirmer, ou tout simplement le décliner, hein, la question. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Donc, on a nos 3 questions, hein. Ça sera suffisant pour cette première vague. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur le Président pour donner des éléments de réponse. Je vous remercie et je remercie ceux qui ont posé les 2 questions. La première concerne les accords de Khartoum. Donc, la question est de savoir est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule option, l'option militaire. Alors, j'ai envie de dire ceci. Quand on a les moyens d'écraser une force en face, on le fait. Ça veut dire que si on avait une armée qui pouvait attaquer les groupes armés et les anéantir, je pense qu'on l'aurait déjà. Les forces des Nations Unies ne sont pas des forces centrafricaines. Donc nous n'avons pas les moyens de leur donner des instructions. Tout au moins, je ne connais pas leur relation avec le chef d'État, mais je note que les instructions ne sont pas données pour anéantir le chef de guerre. Donc il reste quoi? Il reste la paralysie de ces chefs de guerre par, comment dire, l'option de la négociation, de la ruse, du piège. Et ça peut se faire par le gouvernement seul, ça peut se faire par la participation de la classe politique et même de la société civile. Nous demandons à ce qu'on nous fasse participer. Ça fait 4 ans que nous demandons, ça fait 4 ans qu'on nous tient à l'écart. Nous avons des idées, comme vous tous, mais notre métier c'est de faire la politique. Notre ambition c'est de diriger le pays. Donc nous avons des idées que nous voulons échanger avec le gouvernement sur ces questions-là.
comme le gouvernement agit seul, nous faisons, à travers nos critiques, nous faisons des propositions. Le gouvernement tient compte, n'en tient pas compte. Malheureusement, je note que la situation va en s'aggravant. Parce que les chefs de guerre prennent de plus en plus de l'ascendant sur le gouvernement. Et cela est très inquiétant. Donc, ce que je pense qui est plus facile à faire, c'est une renégociation de ces accords, mais avec au préalable une concertation nationale pour que chaque pan de la société centrafricaine, la classe politique, la société civile et religieuse donne son avis et que le résultat de tous ces avis-là soit pris pour discuter avec les groupes armés, leur imposer ce qu'il faut leur imposer et prendre ce qu'on peut prendre encore pour donner une chance à la paix. Donc l'option militaire, même quand il y a une option militaire, on n'en parle pas pour ça. L'option militaire, elle se prépare dans le plus grand secret et un jour on se lève, on voit qu'il y a une option militaire. Donc toutes les options sont bonnes quand on est en guerre. Sur le deuxième sujet, est-ce qu'il y aura un glissement? Au niveau de la cour de 2020, ça fait depuis 4 mois, même 5 mois, que nous annonçons au G5, c'est-à-dire la communauté internationale qui finance les élections, qu'il y aura glissement. Parce que le calendrier électoral prévoyait l'affichage des listes électorales pour au plus tard fin mai. Affichage des listes électorales au plus tard fin mai. Aujourd'hui, nous sommes presque à fin, en mi-septembre. Et nous sommes encore dans les opérations d'enrôlement. Vous voyez pas de retard? Donc il y a plus de 4 mois de retard déjà. Et les opérations électorales se déroulent de manière séquentielle. On finit l'opération avant d'en entamer une autre. Il n'y a pas moyen de regrouper les opérations électorales. Donc aujourd'hui, il faut terminer l'enrôlement en Centrafrique, l'enrôlement à l'étranger, en Afrique et en France, et l'enrôlement des déplacés, des réfugiés. Les réfugiés, en nombre d'électeurs, ils sont estimés à environ 300 000. 300 000, c'est énorme. C'est plus que des votants dans la plupart des préfectures de notre pays. C'est beaucoup de votants. Et ça commence par des actions diplomatiques. Il faut aller dans chacun des pays pour obtenir de ces pays voisins leur accord pour qu'on puisse enrôler les électeurs et organiser des votes dans leur pays. Cette partie diplomatique incombe au gouvernement qui ne l'a pas encore fait, alors qu'on en parle depuis 2 mois. Ensuite, il y a l'opération d'enrôlement diplomatique qui n'a pas commencé. Donc, vous voyez, si vous ajoutez le retard en Centrafrique, le retard de la diaspora, le retard des groupes armés, vous additionnez tout ça, vous essayez de voir quand est-ce que l'opération des enrôlements sera terminée. Ensuite, il faudrait agréger tous ces résultats pour sortir la liste provisoire. Une fois que la liste provisoire sort, il y a 25 jours avant de penser à sortir une liste définitive. Donc, si vous mettez ces délais bout à bout, ça nous fait quand même un retard considérable. Le gouvernement était dans une espèce de déni, et maintenant les événements ont rattrapé, nous ont tous rattrapés. Et qu'est-ce que, la seconde partie de la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer avait déjà été préconisé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit pas de modification de la Constitution pour prolonger le mandat du président, mais pas de transition. Transition, c'est suspension des institutions. Ça veut dire que le président n'est plus président, mais il y a un nouveau président de transition. Ça veut dire qu'il n'y a plus de députés, mais il y a un Conseil national de transition. Et la Cour dit pas de transition. Mais en cas de retard et donc de glissement,
il faut qu'il y ait une concertation nationale pour arrêter la manière dont le glissement allait se faire. Et la Cour va valider ce qui aura été arrêté par les Centrafricains à l'issue de la concertation. Et c'est ce que nous attendons tous, c'est ce que nous demandons au chef d'État. Nous avons écrit dans un format CO2 2020, plus société civile, plus les leaders d'opposition qui ne sont pas dans la CO2 2020, nous avons écrit au chef d'État le 7 juillet pour demander cette concertation. Vous avez tous lu la réponse de son directeur de cabinet, du directeur de cabinet, qui était une réponse un peu méprisante face à cette démarche républicaine. Eh bien, les événements nous rattrapent tous. Donc, laissons le temps au temps. Voilà, merci Monsieur le Président pour ces éléments. Qui souhaiteraient poser des questions. Donc, d'accord, Monsieur Maïté, allez-y. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, en 2015, vous avez perdu les élections juste pour la simple raison que d'aucuns pensaient que vous étiez le président des riches. Le président Touadéra était le président des pauvres. La richesse est-elle une fatalité? On vous a taxé des présidents des riches, mais votre formation politique n'a pas su trouver les mots assez clairs pour convaincre les Centrafricains lambda. Ça vous a porté préjudice. En 2020, est-ce que vous êtes prêts pour répondre à toutes ces velléités? On vous taxait aussi en 2015 de l'ami des métis, notamment des riches. Et ces métis, ils sont toujours là. Vous savez, la Centrafrique est composée à hauteur de 67% des analphabètes. Il suffit de leur mettre quelque chose dans l'esprit et ça va en tourbillon et en rafale. Il continue de le dire. Vous êtes les amis des métis. Bon, on ne voit pas de métis ici. Ces métis sont-ils à Bangui, cachés quelque part? Ça va se passer comment en 2020-2021? Récemment, vous avez donné un langage, tout à l'heure, c'est vrai, vous nous avez accordé une interview dans laquelle je vous ai posé la question. Mais c'est mieux de le dire parce que vous savez, tout le monde n'est pas sur Facebook, hein. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Il faut respecter cette majorité. Et une partie de cette majorité se trouve ici, à l'heure où je vous pose cette question. On vous a taxé de tous les noms d'oiseaux juste parce que vous avez intervenu sur Ndekeluka et que certains Centrafricains vous ont assimilé à tort et à travers, et ils le disent en sourcillant, sans bégayer, que vous avez taxé tous les Centrafricains de moutons et d'ânes. Est-ce vrai? Alors, pour conclure, qu'est-ce qui ferait que moi, Rodrigue Joseph Prudence Maïté, dit Kerembessé, je refuse de choisir le président Touadéra dans les yeux et que je préférerais déléguer à Touadéra? Qu'est-ce qu'il ferait? Pourquoi vais-je m'engager pour déléguer que Touadéra? Qu'est-ce qui différencie déléguer de Touadéra? Dites-nous. Nombreuses sont ceux et celles qui voudront bien et bien savoir votre position. Je vous remercie. Merci. Merci M. Maïté. Donc je crois que là on a déjà plus de 3 questions. On va laisser la parole au président de répondre peut-être très rapidement. Ensuite on va passer aux autres questions. Merci. Merci. Je voudrais remettre certaines choses en place. Les Centrafricains n'ont pas voté pour moi parce qu'on a dit que j'étais le président des riches.
ma victoire a été spoliée. C'est pas la même chose. Les Centrafricains m'ont donné 52% au premier tour. La personne qui a organisé les élections a dit elle-même qu'elle est partie prendre quelqu'un qui avait 4% pour lui donner 19%. C'est pas moi qui l'ai dit. Je crois que vous êtes tous au courant. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'avais une équipe de campagne, nous avions tous nos résultats, nous étions à 52% au premier tour. Alors, quand vous allez voir des paysans, vous faites le tour du pays, et que vous êtes le président des riches, que vous êtes le président des métis, et que tous ces paysans vous donnent 52%, il y a un problème. Ou bien? La deuxième question. Si vous trouvez un Centrafricain riche, montrez-le moi parce que je n'en connais pas. Wandika? Bon, la personne que vous citez là, oui. Il a fallu qu'on voit les montants sur son compte. 6 milliards. Ça m'a impressionné parce que je crois qu'aucun chef d'État n'a jamais eu ce montant sur son compte. Mais quand on parle de riches, on parle d'hommes d'affaires qui créent des richesses et qui sont riches. Si vous en connaissez en Centrafrique, montrez-les-moi parce que je n'en connais pas. Et le but de ce que je veux faire, et c'est le langage que je tenais aux Centrafricains en province et qui a fait qu'ils ont voté pour moi. Je leur disais, et je leur expliquais à chacun, suivant son métier, comment je pouvais faire qu'il devienne plus riche aujourd'hui. C'est ça qui leur a plu. On ne fait pas la politique pour appauvrir un peuple. On ne peut pas aller tenir le langage aux gens en disant votez pour moi, vous serez plus pauvres parce que je suis le président des pauvres. C'est une injure à une population. Vous allez, on vous vote pour résoudre leurs problèmes, vous allez leur dire non, moi je suis pauvre comme vous, je suis le président de pauvres, votez-moi et on sera tous pauvres. Et on le vote et il est beaucoup plus riche que tout le monde. Aujourd'hui, il est beaucoup plus riche que tout le monde. Oui. Donc, je le dis et j'insiste là-dessus. Ceux qui disent qu'ils sont intellectuels, qui connaissent beaucoup, qui parlent un grand français, ils n'ont qu'à sortir ce qu'ils veulent. Mais je veux qu'il y ait des riches centrafricains. Bravo, la richesse est une notion qui est relative. Quand quelqu'un a aujourd'hui un revenu de 100 000 et que demain il a 500 000, il est plus riche qu'avant. C'est ce que je voudrais que les Centrafricains deviennent. Qu'il ait les moyens de payer le crédit de sa maison, donc d'avoir une nouvelle maison. Qu'il ait les moyens d'envoyer ses enfants à l'école et dans de bonnes écoles. Qu'il ait les moyens de se soigner. Qu'il ait les moyens d'avoir une voiture. Est-ce que c'est trop demandé que de faire la politique pour que le Centrafricain ait ça? Est-ce que le Centrafricain n'a pas droit à ça? Il n'a droit qu'à des mototaxis. Donc, les gens qui veulent faire de la politique pour que les Centrafricains soient pauvres, à part là. Moi, je veux que les Centrafricains aient plus de moyens. Bravo! La deuxième chose, il a suffi que sur une photo de campagne, on voit 3 Centrafricains un peu clairs de peau. 3, pas 4, pas 5, 3 sur 5 millions d'habitants pour que je devienne le pays représentant des métis. Mais est-ce que les métis ne sont pas centrafricains? Donc si j'étais avec les Pygmées, on aurait dit que je suis le président des Pygmées, non, on ne vote pas pour moi. S'il y avait eu des albinos, on aurait dit que je suis le président des albinos. S'il y avait eu des belles femmes, on aurait dit ah, le leader du président, ouais, donc, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on fait de la manipulation politique pour abrutir son peuple, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
L'avant-dernière question. C'est sur cette histoire de mouton. Je pense que vous avez tous vécu en direct comment ce que moi j'étais choqué. Tous les jours. D'abord, ce dossier a été décidé en conseil de ministres. Est-ce qu'un conseil de ministres n'a pas autre chose à faire? Il 90%. Donc, il faut le lendemain, le riche dont vous avez parlé là a commencé à faire des lives. Après, j'ai vu avec effarement une conférence de presse de quelqu'un que je ne citerai pas parce qu'il faut citer les personnes utiles. De chaque côté, il y avait le DG de la télé et le DG de la radio. S'il vous plaît. Et c'est le DG de la radio qui introduit le sujet et qui lui passe la parole. Un peu comme vous m'avez passé la parole là. Mais moi, je suis président de parti. Et tous les jours que je fais au journal télévisé, je voyais des personnages un peu bizarres là, inciter les jeunes à la violence. Les médias d'État, tous les jours, pendant 2 semaines, inciter les jeunes à la violence, au meurtre, au lynchage. Et on dirige un pays. Vous pensez que, même si je n'ai eu que 37%, comme on a attribué le 37% là par le nombre de population, je ne peux pas demander à ces gens-là aussi de faire la violence? Vous pensez que quand il y a eu les élections et que j'ai dit que je renonçais, et que je demandais à tout le monde de suivre Kabila, je n'avais pas les moyens de faire la violence? Quand vous dirigez un pays et que vous sortez 80 millions du trésor pour manipuler la jeunesse vers la violence, c'est très, très, très grave. Je laisse à votre appréciation. Maintenant, la dernière question de Michael. Pourquoi est-ce qu'il voterait? Il a cité 2 noms. Je pense qu'il aurait dû en citer plusieurs. Mais comme il a cité 2 noms, je réponds à ces 2 noms. Ma démarche de candidat est une démarche pensée. C'est une démarche réfléchie. C'est une démarche, j'ai décidé de faire de la politique, j'ai créé un parti politique, j'ai fait le cheminement politique, j'ai rédigé un programme de société pour être candidat. Je savais où j'allais. Je n'ai pas été repêché, je n'avais pas une femme ou une parente proche des gens qui les pêchent. Donc j'ai été battu pour ça. Donc j'ai une logique d'homme politique qui sait où il va avec un projet pour son pays, avec une somme d'expérience que je pense peu de Centrafricains ont. J'ai été habitué depuis dans ma vie professionnelle à ne résoudre que des situations difficiles. Aujourd'hui, la RCA est dans une situation très difficile. Je pense que c'est dans mes corps. C'est pour ça que je vais aller affronter la situation. Je ne vais pas m'enrichir. Je ne vais pas faire du commerce de diamants avec des chefs de guerre étrangers. Bravo. Je ne vais pas prendre l'avion pour aller vendre du diamant et de l'or dans des pays européens. Je ne veux pas prendre le risque de porter des lingots d'or pour aller me faire repousser dans un pays du Proche-Orient. Bravo. Le président des pauvres. Je fais de la politique parce que j'ai une ambition pour mon pays. Parce que j'ai les capacités de réaliser cette ambition. Merci, je vais demander au propriétaire de la Clio, donc la plaque d'immatriculation, donc la Clio rouge DP 373, GP de la déplacer pour laisser sortir. Merci, merci. Donc on va continuer avec les questions. Oui. J'ai avec moi, il y a des questions qui ont été posées qui sont
qui intéresse le député, l'homme politique, mais aussi le député que je suis. Il se trouve qu'il y a des députés ici. Je ne veux pas donner l'impression d'être seul à avoir la réponse à des questions qui peuvent trouver la réponse au Parlement. Donc je vais donner la parole à certains de mes collègues pour compléter certaines des questions qui sont d'ordre plus général. J'ai le vice-président du KNK. Vous savez que le KNK est un parti partenaire. Donc je vous demande de l'applaudir. Merci, Président Dolo-Guéné, chers collègues députés et chers amis et frères. Je suis très heureux de participer à la clôture de cet événement. C'est un événement novateur dans notre pays. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis qui ont déjà organisé donc, un tel événement, mais toutes mes félicitations aux rénovatrices et rénovateurs de l'URCA. À l'ami et au frère Anissé Dolo-Guéné, il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Sa victoire a été spoliée. C'est le vrai président de la RCA depuis 2015. Le KNK, qui est un partenaire important de l'URCA, vice-président que je suis depuis les derniers congrès de notre parti, j'ai été témoin des manipulations qui ont été organisées pour mettre celui qui est aujourd'hui là, qui est un président à défaut. À défaut. Je vous dis qu'il y a des éléments précis que j'ai vécu, mais ce n'est pas l'occasion d'en parler ici. Nous aurons l'occasion d'échanger là-dessus un jour. Mais je voudrais quand même insister sur quelque chose d'important. Lorsque j'ai quitté une personnalité étrangère et joué un rôle important dans le pays, lors de ce processus électoral, je suis allé chez le président Anissé Dolo-Guéné, lui rapporter les faits, et il m'a dit ceci: mon frère, cette nuit, Washington, Paris, N'Djamena, Yaoundé, Brazzaville, on m'a appelé de partout pour que je renonce, que je reconnaisse tout simplement la victoire de Touadéra. Pour la paix, on s'est battu pour la paix, je suis obligé d'accepter cela. Il s'est fait violence. Je connais des leaders dans notre pays qui étaient prêts, et à cette époque-là, notamment au KNK et d'autres forces politiques également, certains étaient prêts à jeter les gens dans la rue, y compris à prendre des armes dans Bangui pour mettre le pays à feu et à sang. Il a renoncé à cela. Il a appelé au calme. Deuxième exemple. Il y avait la première conférence des bailleurs de fonds à Bruxelles. Nous étions en réunion à la résidence de Onyanga Parfait, représentant la MINUSCA. Le président Dolo-Guéné ne voulait pas faire le déplacement de Bruxelles. Je lui ai dit, mon cher frère Anissé, il faut que tu fasses ce déplacement parce que c'est la réunion des bailleurs de fonds et cette réunion, si ça devait générer des financements, ce sont des financements non pas en faveur de Touadéra, mais pour le peuple centrafricain. Donc je t'exhorte partenarialement à y aller. Il a accepté, il a fait le déplacement. On aurait pu capitaliser tous ces atouts, mais malheureusement, on a un chef qui n'est pas un chef d'État, mais qui est un chef de clan. Il fait précisément de Damara. Il fait précisément de son ethnie pour avoir de la place au soleil, malheureusement. Je ne suis pas là ce soir pour dresser un réquisitoire de ce régime. J'ai eu l'occasion de le faire à maintes reprises. Mais aujourd'hui, c'est surtout d'appeler à l'union. Cette union de l'opposition, nous la réalisons, nous l'avons réalisée au sein de la Côte 2020. La question électorale, nous avions prévenu depuis le début qu'il y aurait un glissement. Il y aurait un glissement. Et il faudrait faire une concertation. Ce n'est pas nouveau dans notre pays. Puisque, Monsieur le Président, chers amis et frères, pour sortir de l'université d'été, c'est l'occasion de rappeler certains faits historiques. Je dis que ce n'est pas nouveau. En 1982, le mandat du président Kolimba était arrivé à expiration, ainsi que celui des députés. Qu'a fait la classe politique de cette époque, qui n'étaient pas des politiciens, mais des hommes d'État,
Parce qu'il y a une nuance entre homme politique et homme d'État. Dolo Guélé en fait partie. Donc, une concertation a eu lieu. On a même sollicité, j'ai été témoin, je commençais à peine de faire la politique auprès de Simon Narcisse Bozana, le papa de Serge Bozana, ancien Premier ministre. On a sollicité l'expertise d'éminents professeurs de droit constitutionnel, professeur Jiquel, par exemple, pour ne citer que celui-là. Ils ont rendu des conclusions. Patassé, David Dato, Abel Boumba, Lakwe Enoch, ils ont estimé que les conclusions proposées par Jiquel et autres étaient inopérantes dans notre pays. Qu'il fallait garder Kolimba à la tête du pays, créer une espèce d'organe qu'on avait appelé CNPPR pour assister le chef de l'État dans sa fonction de légiférer par ordonnance. C'est ce qui a été fait. Nous avons été à des élections et puis la première élection démocratique avec une alternance démocratique a permis l'arrivée de Patassé au pouvoir. Nous sommes dans le même cas de figure et c'est ce que nous demandons à Touadéra depuis un certain temps. Malheureusement, Touadéra est dans la diversion, la manipulation. Ce que mon jeune frère Maïté vient de dire ici, parlant des métis, des moutons, etc., c'est de chercher à chaque fois de nous divertir. Ne tombons pas dans le piège de la diversion, de la manipulation orchestrée. Et pour moi, c'est aussi l'occasion, cher ami et président, de dire, surtout à l'endroit de nos amis rêveurs, que je suis ces derniers temps en même temps ici, non, il y a trop de salut. Je profite de l'occasion pour leur lancer un message fraternel, un message patriotique, républicain. Qu'on arrête avec cette image décrédibilisante que nous donnons à la face du monde, au regard des enjeux que nous connaissons. L'eau qui manque, l'électricité, l'insécurité. Voilà les vrais débats sur lesquels nous devons nous focaliser pour rechercher des solutions. Les routes, les routes. Les routes, bien entendu, l'école. Les barrières, les barrières. Illégales. Voilà. L'hégémonie instaurée par les groupes armés. Voilà les vrais problèmes. Voilà les vraies thématiques. Mais comme Touadéra n'était pas préparé pour exercer la haute fonction d'État, le président Dolo Guélé l'a dit ici, on ne va pas à une telle élection comme si on allait à la pêche ou à la chasse. Même quand on va à la chasse ou à la pêche, on prépare les filets. On sait que du côté il y a un macabre qui se sous, voilà, Koro, voilà, Sourou. Est-ce qu'un bon petit mission qui est dans la cible, on a été dans le dépôt, il y a un mission illégal à la zone. On a encore aussi avec tout comme là, pour tirer la haute en boni, pour la dépôt, il y a un mani. Moi, je suis de la savane, excusez-moi de le dire, ça encore, on va faire des commentaires. Mais enfin, chacun ici, chacune ici a une tradition. Une tradition. N'ayons pas honte de nos traditions. Fallait dire de l'Héberteur, mais il y a juste quelqu'un qui est Gambo. Non! Mais enfin, pour exercer la haute fonction d'État, il faut une préparation politique, morale, éthique, psychologique et autres. Je l'ai dit pendant la campagne, connaissant un peu le président, vice-président du KNK à l'époque, Touadéra, je voyais qu'il n'avait pas les aptitudes d'arriver à exercer cette fonction. Je l'ai dit haut et fort. Ça n'a jamais été leader. La preuve est là. Richelieu a dit, c'est la tête et non les bras qui gouvernent l'État. Aujourd'hui, on voit très bien que ce sont les bras qui gouvernent. Donc il y a une crise de leadership aujourd'hui. Quand Gwandi Kacheg fait ses sorties tonitruantes, on voit très bien que ça avait la bénédiction du chef. Président, je voudrais surtout souhaiter présenter mes félicitations aux rénovatrices et rénovateurs d'avoir également porté leur choix sur votre personne pour défendre les couleurs de l'URCA. Le KNK n'a jamais fait mystère de l'excellence des relations entre les deux formations politiques. Et ma présence, une fois de plus ici, à vos côtés, cher ami et président Dolo Guélé, c'est une manière de réaffirmer l'excellence de ces relations entre l'URCA et le KNK. Président, j'ai dit. Merci, monsieur Bertin Béat.
Donc on va juste prendre un rebondissement très rapidement pour passer aux autres questions. Il y a encore un député qui va prendre la parole. Le député Mara de Mala. Merci, Président. Bon, je suis un député issu de la diaspora. Donc, je suis parti d'ici pour être député. Renovatrice, vous êtes où? Non, c'est pas assez fort. Rénovateur, vous êtes où? Vous voulez aider le président de l'Église à prendre le pouvoir? Oui! Une université d'été, c'est à regarder dans le rétroviseur et à trouver des solutions pour l'avenir. Est-ce que vous l'avez appris aujourd'hui? Oui. Merci. Vous savez, il y a eu 2 questions au président. Le douanier Bertin Beya a répondu sur l'accord de Khartoum. Je voudrais que les rénovatrices et les rénovateurs sachent que nous, les députés, on n'a pas été associés à l'élaboration et aux discussions des accords de Khartoum. Vous devez maîtriser cette expression pour répondre à ceux qui vous attaquent. Nous ne sommes pas les initiateurs des accords de Khartoum. Donc nous ne nous reconnaissons pas dans les accords de Khartoum. Mais pour la paix, nous avons voulu soutenir. Donc on a compris ce que le pouvoir voulait, on a voulu les essayer. Aujourd'hui, on se rend compte que ça nous a amené droit au mur. La seule solution, c'est la concertation politique. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que le président a dit. La seule chose qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la concertation qui va mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui en RCA pour qu'on puisse repartir à zéro. Si on repart à zéro, c'est pour bâtir ce que vous, rénovateurs, et les rénovatrices, et les partenaires, donc KMK, et les députés indépendants, et ceux qui ne sont pas indépendants, mais ceux qui veulent aller de l'avant, veulent atteindre. Donc, je suppose que l'université d'été vous a servi de cadre pour analyser ça. Ce que nous, on demande à vous autres qui avez participé à ces assises, c'est de retranscrire, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans la diaspora. On a des compréhensions sur ce que le président Vologué a dit, on a des compréhensions sur ce que Bertin Beya aurait déclaré à l'Assemblée nationale, ce que le député Mara dit, mais lorsque nous nous rencontrons ici, qu'on vous parle, c'est pour que vous soyez les vecteurs. Vecteurs pour qu'il y ait un changement. La RCA est devant un mur. Et nous sommes devant un mur parce que nous ne savons pas communiquer sur les vrais problèmes que nous avons. Est-ce que le fait qu'on parle de moutons, ce qui est un lapsus peut-être de la part de ceux qui parlent des moutons parce qu'ils n'ont pas compris le message, mais ne vous arrêtez pas et ne cherchez pas à leur expliquer. Faites votre travail de rénovateur qui est de leur expliquer que nous voulons créer une base, une base où chaque Centrafricain qui veut devenir riche peut devenir riche. Celui qui veut rester à son niveau va rester à son niveau. Et pour ça, il faudrait qu'on se comprenne. Et lorsqu'on passe les messages, l'impression qu'on a, c'est que nous parlons dans une direction, mais nos partenaires ou bien nos partisans interprètent peut-être dans une autre direction. J'aurais souhaité vous parler d'ici avec une explication claire et que vous ne vous énerviez plus
lorsqu'on vous attaque parce que votre président aurait traité les Centrafricains du mouton. Prenez votre calme pour dire, ah peut-être, c'est ce que vous avez compris, mais voilà ce que nous, on a voulu dire, sans insulter. Je vous répète ici que la RCA est devant un mur et que la seule solution, c'est ce que le président venait de dire, concertation politique. Et cette concertation, qui est pour le moment refusée, ne vous trompez pas, ils sont en train de jouer à un jeu à l'Assemblée nationale ou bien l'Assemblée nationale est de toute façon en session, en intercession, donc il n'y a pas de député aujourd'hui avant nous. Ils veulent nous amener à modifier la Constitution alors qu'ils ont déjà échoué. Nous n'allons pas accepter. La seule solution, et répétez ça à toute personne qui vous entend, c'est la concertation politique. On va vous dire, oui, mais c'est une autre transition, mais pourquoi vous avez peur du mot. Transition, c'est juste changement d'un État vers un autre État. C'est pas parce qu'il y a eu une transition avec Mme Famapanda que ce que nous voulons faire, c'est la même chose. La concertation politique va nous amener à reprendre les élections pour que vous puissiez gagner les élections avec tout l'effort que vous mettez en organisant une université d'été pour sensibiliser vos partisans à mieux comprendre là où vous, URCA, voulez amener la République centrafricaine. C'est peut-être la même chose que le KNK veut faire, mais nous sommes ici sur le terrain de l'URCA. La seule chose que je veux répéter ici, c'est que lorsqu'on vous demande pourquoi vous voulez une transition, répondez seulement, n'ayez pas peur, nous voulons une concertation avec tous les Centrafricains pour qu'on puisse repartir à zéro puisque la RCA est bloquée et la RCA est bloquée. Ne revenez plus sur le fait que le président de l'Ougli il a accepté de laisser diriger pendant 5 ans pour prendre le temps de réfléchir sur comment faire pour que la prochaine fois les Centrafricains nous comprennent mieux. Tous nos efforts, c'est d'amener nos compatriotes à nous comprendre mieux possible. C'est juste le message que j'ai voulu les donner ici. Donc, concertation politique qui va aboutir à un nouveau gouvernement qui va réorganiser toute la procédure électorale et ça doit prendre 1 à 2 ans. C'est tout le message que vous devez maîtriser. Merci, monsieur le député. Bravo pour le Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais très rapidement passer la parole. Donc, c'est juste une blague. Peut-être au représentant des métis qui est parmi nous. Qui va juste répondre. Vous sommes de la communauté nationale. Bonjour tout le monde, je suis René Verena, représentant de Métis. Ah non, il n'y a pas de métis. On est tous des métis. On est tous des juifs. Comme vous le constatez, je suis métis. Ah non, vous êtes parmi nous. Mais depuis cette histoire de métis, je me suis senti indexé, différent en tant que Centrafricain. Ce n'est pas normal qu'on parle d'un Centrafricain différemment à cause de la couleur de sa peau. Je me suis senti plus ou moins exclu. Je suis né à Bria, j'ai grandi à Bria, Bambari, et ainsi de suite. Je suis venu en France à plus de 20 ans. Je suis plus centrafricain que métis, ni blanc. Quand j'étais à Bria, on me traitait de Mondougodo. J'étais exclu. J'arrive en France, je croyais être parmi des blancs. Non, je suis noir. Je suis exclu des deux côtés. Voilà. En tant que Centrafricain, mon pays que j'aime, si les Centrafricains me voient différemment, honnêtement, pour moi, ça m'a fait un coup depuis cette première histoire. Et aujourd'hui, on remet une couche. Mais non, on est des Centrafricains. Ce que j'ai comme conseil à donner aux rénovateurs, tous les Centrafricains, considérez-les tels qu'ils sont, quelle que soit
leur origine, leur couleur de peau, leur religion et tout. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Donc, je vais demander, est-ce qu'il y a des jeunes quand même dans cette assemblée? Est-ce qu'il y a la jeunesse quand même représentée ici? Donc, je vais faire quand même le tour des jeunes. Donc, c'est ça aussi l'URCA, mettre de la lumière sur nos compétences. Donc, je vais inviter. Oui? Bonsoir à tout le monde. En fait, j'ai une question, mais avant de passer à ma question qui concernerait beaucoup plus la famille politique dans sa généralité, je voulais faire un rebondissement sur un des éléments de réponse qu'a donné le président aux différentes questions de M. Maïté. En fait, si j'ai bien compris, en tant que d'autres partis politiques, l'URCA a une vision. Et comme vous l'avez dit, votre ambition, c'est de porter le centrafricain à un niveau différent que ce que nous connaissons aujourd'hui, entre autres faire du centrafricain, de tout centrafricain, un riche. Et cette question, en fait, la question qui concerne cet aspect, c'est en attendant d'arriver à la magistrature suprême, qu'est-ce que vous et votre parti vous faites de manière pérenne pour que cette approche se concrétise de jour en jour? C'est un peu ce rebondissement. Et ma question qui concerne toute la famille politique dans sa généralité, en fait, ça concerne le rôle des partis politiques. Je vais commencer par un constat, si vous me le permettez. Il y a 2 jours, j'ai eu ma mère au téléphone, je suis de Berbérati, et on parlait un peu politique. Je lui demandais les nouvelles, je lui demandais qui allait se présenter et si elle savait. Elle m'avait dit, il y a un monsieur qui est arrivé, monsieur Dengue, qui va se présenter pour Berbérati, et que naturellement le député actuel n'allait pas passer parce qu'il ne construisait pas de pont, il ne faisait pas arranger les routes et qu'il n'améliorait pas la vie des concitoyens. Et je pense que personnellement, je pense que ce n'est pas le rôle d'un député, ce n'est pas un maire. Et ce constat, il est généralisé dans tous les partis politiques. Je dis tous les partis politiques, d'après ce que moi j'ai compris, parce que tous ceux qui vont se présenter pour les législatives, généralement, ils émanent des partis politiques, des familles politiques, et qu'il manque un aspect éducatif dans ces partis. Puisque ce sont ces partis-là qui permettent à leurs candidats, pendant la propagande, de se faire passer pour des potentiels maires après le remportement des élections. Et si vous êtes pour le renouveau, pensez-vous pas qu'il serait important de privilégier ce côté éducationnel des partis dans les partis politiques? Merci beaucoup. Merci pour votre question. J'espère que le président a noté sa question. Je vais très rapidement, avant de passer aux autres questions, laisser monsieur le président intervenir. Il a déjà parlé. Permettez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le président, excusez-moi. Je vais insister pour ce monsieur. Excusez-moi. Je rebondis sur ce que vient de dire monsieur Métis, le représentant des Métis. Vous voyez, non? Il est affecté. Il est affecté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les Métis. Vous faites un peu partie de ces choses. Vous êtes la cible de tout le monde. D'où ma question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rebondissements qui vont converger à cela. On vous attaque de partout. C'est pas pour rien, vous êtes d'accord? Voilà. Si vous êtes la cible, c'est que vous avez en vous quelque chose.
en ma profondeur, je pense que vous serez président un jour. Je le souhaite. Vous serez président. Quand est-ce? Je le sais. Je vous souhaite le meilleur possible. Mais non. Je rebondis sur une phrase que M. Marat a dit. Alors, je vais peut-être dire avec mes mots. Il faut regarder dans le rétroviseur pour se projeter. Moi, ma question est simple. Elle est peut-être un peu difficile aussi à répondre. Ma question, laissez-moi, permettez-moi. Ma question, c'est simple. Vous avez été aux élections. Vous avez gagné le premier tour. Moi, j'ai l'impression que le pouvoir vous a échappé entre les mains. C'est mon point de vue. Vous avez gagné le premier tour et le pouvoir, vous l'avez perdu entre les deux tours. Voilà. Donc si je regarde derrière le projet, j'ai voulu savoir, parce que c'est quand même une question capitale pour votre équipe, pour moi-même qui vais voter pour vous, pour un centrafricain Langa. Vous avez tenté de l'expliquer aussi. Il y a aussi on peut superposer les éléments de réponse, hein, on vous donnera raison. On ne dit pas tout ici. Qu'est-ce qui va nous assurer que vous, parce qu'au premier tour, on va vous balancer pour aller discuter le dernier tour. C'est ça le premier pas. Qu'est-ce que vous avez mis comme balise? Qu'est-ce que vous avez mis? Alors, on n'est pas obligé de tout dire. Mais j'aimerais savoir, au vu de ce qui s'est passé, et toute projection faite, n'est-ce pas, avec coalition ou pas, comme je l'ai dit, vous êtes présidentiel. Moi, si vous êtes président, ça ne me choque pas, parce que je le sens. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous allez aborder le deuxième tour en connaissance de tout ce qui s'est passé les autres fois? Voilà mon élément de réponse. Et je profite pour vous remercier pour les éléments apportés, suivant les premières questions. Donc, peut-être vos éléments de réponse superposés vont nous éclairer. Moi, c'est les gens qui ont de phase. Parce que pour moi, vous avez déjà un pied là-bas, mais c'est le deuxième pas qui me semble un peu difficile. Merci. Merci. Donc, il y a une voiture, il y a une BMW X5 qui empêche quelqu'un de sortir. Je ne connais pas le numéro d'immatriculation. Donc, une BMW X5. Je ne sais pas c'est à qui la voiture, donc il va falloir la déplacer pour laisser passer les autres. Donc une dernière question. Allez-y, oui. On est ensemble. On va rajouter, oui, non, je crois qu'il faut ok. Monsieur le Président, Monsieur les députés, c'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Dans les dires de M. Béa et de Dologuélé, je ne vous cache pas, j'ai un peu peur. Pour la raison de la paix, Dologuélé a cédé. Après, on a eu des morts. Pour la raison de la paix, vous avez vu les scores. C'est pour dire que pour la raison de la paix, quand il va encore briguer, vous allez procéder, n'est-ce pas? J'attends ma réponse. Ma deuxième question est celle-ci. Aujourd'hui, je vous vois aligné en ordre de bataille. Bon, j'étais de l'autre côté, Dologuélé et ainsi de suite. Dans les traditions centrafricaines, pour ne pas dire l'autre manière, attendre à la fin pour pleurer, pour ne pas dire pleurnicher. Non, on nous a volé. Oh non, on n'a pas compté ces voix-là. Non, ils ont brûlé les urnes. Messieurs les députés, Monsieur le Président Dologuélé, maintenant que les choses sont claires, Dologuélé a aligné les NCU dans ANE. Il s'est fait une amitié profonde avec les rebelles. Aujourd'hui, s'il doit aller... Non, Badera, excusez-moi. Excusez-moi. Aujourd'hui, si on parle des élections, irez-vous s'il y a des élections, s'il tient, parce que je vois que NCU tient pour les élections. S'il y a des élections, irez-vous? Cette question est valable pour M. Béa et également l'honorable. Alors, sur ce, j'attends mes réponses. Si
peut-être qu'au nom de la paix, vous allez encore nous abandonner pour pleurer plus encore, ou vous allez encore nous amener dans un bateau de élections on connaît déjà les verdicts. Donc nous voulons dès maintenant que vous nous situez. Maintenant, s'il y a élection avec les Russes, les tables bien masquées, on sait déjà. Vous allez partir? Merci. Merci Monsieur Steve, je vous souhaite la bienvenue aussi à l'URCA. Bienvenue dans notre parti. Merci pour votre voix aussi. Donc je vais laisser le président d'apporter les éléments de réponse. Et puis ensuite on va passer aux autres jeunes. Les premières questions étaient un peu longues. Je n'ai pas beaucoup retenu. Vous savez, quand vous parlez à des personnes âgées, il faut être bref. Et ce que j'ai retenu de la première question, c'est vous voulez faire en sorte que les Centrafricains améliorent leur vie.